Ce sont les aléas du direct. Je te l'accorde, effectivement. C'est surprenant. Le test s'est passé sans encombre, comme quoi on peut tout planifier, tout organiser, faire face à l'imprévu. Exact. Du coup, en attendant et pour gagner du temps à l'arrivée de Monsieur Hallel, je vais introduire la session. Du coup, nous vous remercions toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Attendez, je suis en live avec notre speaker et du coup, je vais juste vérifier qu'il a réussi. Il est arrivé ou pas, Jawed? Jamel? Oui, Monsieur Hallel est arrivé ou pas encore? Il m'a dit que c'est bon. moi je le vois pas dans. Non, non, pas en. Ah si, Il il est arrive, arrivé. exactement. Super. Bonjour Jawed. Ravi de t'avoir parmi nous. On vous entend pas, Jawed. Le micro. Bonjour, Bonjour. Parfait, nous sommes enchantés de vous avoir. Nous avons une salle comble de merci. 35 personnes qui est à tout oui pour vous entendre. Exact. J'avais les deux plateformes allumées, donc j'ai pas switché de l'autre, c'est pour ça qu'il y a eu Parfait, pas de un souci. étonnement. Donc, mais bon, Jawed, je vous ai donné la main. Du coup, vous avez la main pour partager le support. Et du coup, moi, je vais introduire les 3 premières slides et je vous passerai la main tout de suite après. d'accord. Mais moi, je pense que j'aurai pas de support, je vais juste discuter, chatter, comme a fait D'accord. D'accord. impérialement Kim. Donc, Eh bien, parfait. Du coup, je vous demande juste quelques minutes pour que moi, je puisse introduire cette session. Du coup, d'accord, très bien. parfait. Hop. Voilà, maintenant, c'est moi qui rencontre un problème au partage. Écoutez, moi, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à Agile Algérien. Vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Comme indiqué en introduction, nous sommes un collectif d'Algériens en Algérie et en Europe, tous bénévoles et passionnés d'agilité et d'Algérie. Et notre mission est de promouvoir la culture agile en Algérie. Un grand merci pour votre participation. Nous souhaitons également remercier nos 3 sponsors de cette édition, donc Agile en Seine Academy, Amen Partner et Casa Academy, tous les 3 spécialisés dans la formation agile, ainsi que nos 2 partenaires, Cisco avec la plateforme WebEx et ainsi que KD Concept, un spécialiste dans la conception et hébergement web en Algérie et au-delà. Merci à Jamel Khinifati, responsable de KD Concept et ses équipes, pour tout le travail qu'ils ont réalisé à l'occasion de cette édition. Avant de commencer, je voulais indiquer à l'ensemble des participants qu'ils peuvent interagir au travers du chat pour poser leurs questions. Je n'hésiterai pas à les poser à M. Allen en cours de session ou en fin de session. Et également, en fin de session, on vous proposera un sondage pour collecter votre feedback à chaud sur cette session et ce que vous en avez pensé. La règle d'or, bien entendu, est le respect et la bienveillance. Donc, c'est parti. Bienvenue à Jawad Hallel, directeur général d'ADEX Technologies. Nous sommes honorés par votre présence aujourd'hui et pour le retour d'expérience que vous allez nous partager. Il s'agit d'un retour d'expérience autour d'ADEX Cloud, le premier intégrateur cloud en Algérie. Le titre de votre REX s'intitule Transformation digitale et agile, les indissociables, ou plutôt vous allez nous parler de comment l'agilité business métier a été mise en œuvre à l'occasion de la création d'ADEX Cloud. La parole est à toi, Jawed Hallel. Merci beaucoup, Felida. Bonjour à tous merci encore pour cet bel événement. Donc, tant d'efforts, c'est la partie visible de l'iceberg, généralement, ne se voit pas. Et donc, on ne voit que les images en dernier lieu, mais le gros travail a été fait. Donc, merci encore. Merci aussi de nous avoir invités à partager cette expérience que nous avons vécue, que nous voulons avec grand plaisir en parler aujourd'hui. Avec l'intervention des keynotes de Kim, qui parlait
qui parlait de développement des idées, qui parlait de pouvoir En fait, il avait une belle écriture derrière lui. C'était, je pense, il parlait toujours de rêve et faire de sa vie une réalité. Donc, moi, on m'a toujours surnommé ce qu'on appelle le vendeur de rêve et d'ambition. Donc, à partir du moment où on rêve de quelque chose, on a deux objectifs. Soit on atteint son rêve et on fait une réalité, soit on ne l'atteint pas et à ce moment-là, on leur dit c'est toujours permis de rêver. Et donc, on n'a aucun échec à en tirer par rapport à ça. Donc voilà, je pars de ce principe-là et c'est là où je vais un peu plus loin dans ce que je vais raconter. D'abord, j'aimerais d'abord parler de moi-même dans mon parcours, c'est quel background que j'ai, afin d'illustrer cette agilité. Donc, je suis Jawad Halel, je suis un ingénieur d'État en informatique des années 90. J'ai toujours été, à partir du moment où j'ai fait 9 mois dans le service public à aider une administration publique à pouvoir mettre en place sa publication assistée par ordinateur. J'ai toujours voulu rêver d'avoir ma société dans le numérique. Et donc l'apprentissage en permanent en 96, 95, où on commençait les débuts des micro-ordinateurs, on commençait à faire des assemblages de PC ordinateurs, on commençait à découvrir les réseaux informatiques. Et donc ça a été toujours mon ambition d'aller dans l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat aujourd'hui que j'avais vécu au début, ma première société, c'était en 95. Ensuite, 96, j'en ai monté une autre à Oran. J'ai débuté dans un petit village, hein, à Souguer, à côté de Tiaret. Et je suis parti à Oran, où j'ai un peu plus grandi là-bas au niveau d'Oran. Et malheureusement, en cours de route, quelques années après, vers 2006, j'ai fait banqueroute. Ma société avait, c'est une belle société, 32 personnes, à l'époque ça s'appelait Mensoft. J'ai fait banqueroute, ça a été un peu une année très difficile où le redressement était très difficile, mais en 2007, j'ai pu un peu me redresser, créer une société qui s'appelait ALSI, l'Algérienne SS2I, et qui ensuite a été revendue à un groupe autrichien qui s'appelait Comparex. Et c'est là où démarre l'aventure ADEX, parce que justement, le groupe autrichien auquel j'ai dirigé en Algérie a commencé, c'est cette société-là qui symbolise la naissance d'ADEX. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'à un moment donné, il y a eu le retrait des Autrichiens, et là on en parlera après. Donc voilà un peu mon parcours, hein, ingénieur en informatique, entrepreneur, créateur d'entreprise. Subi pas mal d'échecs pour pouvoir un peu rebondir encore une fois et toujours, tout le temps, parce que y croire, le rêve est toujours là, il faut toujours l'atteindre malgré les difficultés. Donc aujourd'hui, je dirige une société qui s'appelle Adex Technologies. Adex Technologies, c'est quoi Adex Technologies? Adex Technologies, c'est d'abord une société dont son ADN, c'est l'IT. Donc c'est le numérique maintenant, on l'appelle le numérique, le digital, donc il prend une connotation un peu différente. Aujourd'hui, Adex Technologies, c'est pratiquement trois pôles. Donc initialement, qui est l'ADN de Adex Technologies, c'est mettre en place des infrastructures numériques pour les entreprises, donc les data centers, donc tout ce qui est cybersécurité autour du data center, tout ce qui est service autour du data center, c'est un peu le métier de base. Le deuxième pôle qui est le pôle formation, donc formation, tout ce qui est formation autour des technologies, formation autour des soft skills, autour des technologies, et donc les formations transverses sur la partie management autour de tout ce qui est aujourd'hui technologie. Et le troisième pôle qui est le pôle cloud, c'est pratiquement c'est le dernier pôle qui a été mis en place parmi donc ADEX aujourd'hui, la journée c'est ADEX, c'est installer des infrastructures chez vous, chez le client, ou bien louer des infrastructures chez notre cloud pour implémenter vos services et vous accompagner à travers la formation pour la maîtrise de vos technologies et la maîtrise des managements autour des métiers de l'IT. C'est un peu la journée ou le parcours d'Alex et ce que offre ADEX par rapport à ses clients. Alors, brièvement, donc, juste, je vous raconte le parcours. Pourquoi? Pour vous parler de cette agilité que nous avons mis en place dans les développements de nos technologies. En créant ADEX en 2009, donc qui s'appelait Comparex à l'époque, ce rachat de société autrichienne a été basé sur uniquement et fondamentalement parce que
il y avait un client en Algérie pour eux qui devenait faire un support international qui s'appelait Repsol, qui est dans l'oil and gas. Donc à cette époque-là, parce que dans mon ancienne société, c'était moi le sous-traitant, c'était moi qui faisais le support pour eux, donc ils ont dû racheter ma société pour pouvoir continuer le business avec Repsol Worldwide, et notamment l'Algérie. Donc, ayant vu un peu cette, j'allais dire, cette opportunité et en même temps ce danger, parce qu'il suffisait que le contrat Repsol disparaisse pour que nous disparaissions. Donc, j'avais commencé un peu ce qu'on appelle à diversifier le portfolio client, et en pensant qu'il y avait beaucoup de potentiel au niveau du groupe Comparex qui était basé en Autriche, en disant qu'il y avait beaucoup de technologies et de savoir-faire à transférer en Algérie. Donc, je me suis attelé au départ de dire, bon voilà, pour la pérennité de l'entreprise, d'abord, il faut diversifier le portfolio client pour avoir plus de clients et faire des croissances, transférer la technologie pour être plus autonome, pour pouvoir faire une continuité, et faire de la croissance pour pouvoir asseoir une entreprise et penser développement africain à partir du moment où l'Algérie était une porte d'entrée pour l'Afrique et que l'ambition était très africaine donc par rapport à ça. Donc, et les facteurs clés de cette réussite, c'était que l'acte était local, donc driven by local people, donc les personnes étaient locaux, donc les ingénieurs étaient locaux. Donc le transfert rapide de la technologie, mettre en place un projet, parce que le transfert technologique est important, hein. Donc le transfert technologique, prendre un projet et le faire commun avec des compétences à l'étranger. Ensuite, faire un autre projet en étant accompagné et un troisième projet pour le faire tout seul et juste avec un test pour pouvoir être autonome. Donc ça a été très simple à mettre en place et en plus les compétences les locales en Algérie étaient là. Il fallait, vu l'expérience que j'avais sur le terrain, de former un peu les personnes et les mettre rapidement. En plus, ce qui était intéressant, c'est que le potentiel marché algérien offrait beaucoup plus de gros potentiel. On avait jusqu'à 200% de croissance annuelle, ce qui permettait de pérenniser un peu l'activité. Malheureusement, il y a eu une phase de crise en 2015 où il y avait une chute vertigineuse du dinar, il y avait une dévaluation, il y avait une crise qui fait que on a, on est passé par un premier milestone, c'est le retrait du groupe Comparex d'Algérie. Bien sûr, ce retrait nous a un peu mis un peu KO dans l'élan. Pourquoi? Parce que il y avait ce qu'on appelle on nous a mis sans filet, on nous a laissé sans filet pour pouvoir continuer sur le projet Algérie. Donc il y avait un rebranding à faire. Donc on avait changé de nom de Comparex Algéria, on est devenu Adex Technologies. Donc il y avait un rebranding identitaire à mettre en place. Ce rebranding identitaire à travers Adex, qui veut dire l'Algérien de développement de l'expertise technologie IT. Donc il y avait pas mal de challenges à mettre en place. Le premier challenge qu'on devait faire face, c'est d'assurer la continuité et la pérennité de l'entreprise. Pensant que les Autrichiens, quand ils se retiraient, on allait faire banqueroute parce qu'ils avaient l'apport financier, ils avaient beaucoup d'apports. Et donc, mais le fait qu'on ait une base de données clients, une base client installée, nous a permis un peu de cet instinct de survie. Donc, assurer la pérennité et la continuité était un objectif principal. Reconstituer les éléments financiers de l'entreprise pour pouvoir un peu continuer sur le temps. Aussi, comment revoir la perception locale. Vous savez, le complexe de l'entreprise locale qui ne s'était pas, mais avait, et le complexe de l'entreprise étrangère est fortement perçu en Algérie, était, il l'est toujours malheureusement. Et donc, le fait qu'un groupe se retire, peut-être éventuellement, l'entreprise locale n'aurait pas la capacité d'assumer certaines choses. Donc, la perception locale était très difficile pour pouvoir un peu redonner confiance à nos clients en disant, nous avons toujours l'expertise, c'est toujours nos ingénieurs qui installent, et c'est toujours nous le savoir-faire. C'est difficile. L'autre challenge, un des challenges, c'était comment identifier, parce il y a aussi une perte des ressources humaines, parce qu'à un moment donné, la perception de certains éléments de votre entreprise, quand ils ne sont plus rattachés à un groupe international, c'est sauf qui peut. Donc ça, c'est donc recentrer l'entreprise autour du noyau dur, du noyau qui a confiance en l'entreprise et qui a confiance. Donc, il y avait un recentrage autour du noyau
aller chercher les financements nécessaires, assurer la pérennité, redonner confiance aux clients que l'acte local peut être toujours dans la continuité et redévelopper le portfolio et avoir une réflexion sur une feuille de route technologique qui était orientée open source, cybersécurité, cloud et formation. Donc tout de suite, on s'est tout de suite réagi. Cette agilité nous a permis de pouvoir nous mettre sur pied et aller sur rail directement. Donc ce qui était le plus difficile, c'est la partie financière. C'est là où on est parti un peu chercher le financement nécessaire. Malheureusement, en 2018, nous avons eu aussi une autre crise, parce qu'en Algérie, l'Algérie est passée par une phase de crise de l'IT, où en 2018, il y a eu une loi de finances qui a carrément augmenté les taxes au niveau de tout ce qui est intrant à la digitalisation, donc tout ce qui est équipement. Il y avait eu de grosses difficultés sur la partie, j'allais dire, software, logiciel, qui a fait que quelque part, en tant que fournisseurs et intégrateurs de solutions numériques, nos principaux intrants, ils sont de l'ordre de trois. La partie hardware, la partie software et la partie savoir-faire humain. Donc la partie hardware, les taxes ont été multipliées pratiquement par 3. Donc on s'est retrouvé à une histoire de 45% jusqu'à 60% de taxes. On s'est retrouvé à une situation où le logiciel était très difficile à être importé. Donc il y a des situations de monopole, on doit importer du logiciel pour pouvoir le faire. Et là, donc les intrants étaient difficiles à importer, donc tous les projets étaient en difficulté et tous les projets revus à la hausse. Et le facteur humain qui était toujours là, bien sûr, mais à force de ne pas avoir de plan de charge, risquerait de ne pas, j'allais dire, faire garder la ressource pour la maintenir. Surtout, il faut la financer. Donc, en plus de ça, il a fallu un peu se réadapter. Donc, c'est pour ça que la stratégie open source était une stratégie à mettre en place, qui faisait un peu le remplacement du logiciel versus éditeur versus logiciel à utilisation gratuite. Le cloud pour remplacer l'importation des équipements et le mettre en versus locatif, donc ce qui allait remplacer drastiquement un peu cette dépendance des intrants, et la formation pour pouvoir bien sûr détacher cette formation auquel on avait de facto, c'était un processus, à chaque fois qu'on installait chez les clients, on leur faisait des transferts de compétences et on a décidé que cette formation-là soit séparée à travers un pôle précis pour pouvoir mieux la formaliser. Donc, je ne parlerai pas qu'en 2019, il y a eu la crise politique qui a fait retarder pas mal de projets. Pas mal de projets sont tombés à l'eau, donc les plans de charge ont été diminués, ont été coupés par 10. Et donc, si les peu de projets qui étaient là, c'était des projets qui étaient mis en gré à gré avec les entreprises publiques pour éviter toute problématique, tout scandale, entre guillemets, de signature ou tout risque, j'allais dire, de compromettant pour avoir signé un marché. Donc, il y avait cette peur de pouvoir signer un marché. En 2020, on a rebondi avec une crise sanitaire. Donc la crise sanitaire, qui a fait aujourd'hui que les choses se sont un peu plus retardées parce qu'il y a eu une fermeture quand même économique. Nous qui étions dans l'intégration, on devait aller chez les clients, donc on ne pouvait plus aller chez les clients pour faire les installations nécessaires. Tous les appels d'offres, cahiers des charges ont été abandonnés. Où il fallait avec ces 3 années, alors il y a la scission de 2016, la crise de 2018, de l'IT, la crise politique de 2019 et la crise sanitaire de 2020. Ce qui a fait que quelque part, on était obligé de pouvoir aller très vite sur la stratégie qu'on avait énumérée en 2016. Mais pour aller vers stratégie, il a fallu vite axer sur ce qu'on appelle les autorisations nécessaires pour pouvoir le faire. Parce que les deux axes qu'on voulait faire, c'est le centre de formation et le cloud nécessitaient tous les deux des agréments. Et les agréments aujourd'hui nécessitent toujours, parce que une pile de documents administratifs et une bureaucratie tellement intense que on a présenté un dossier d'agrément en 2016, on ne l'a eu qu'en 2020 pour le cloud. Le centre de formation, pour avoir un agrément, il faut d'abord investir, mettre en place un centre opérationnel et ensuite établir tous les documents nécessaires et répondre au cahier des charges pour avoir l'agrément. Il
faut savoir que les professions auxquelles nous voulons investir, ce sont des professions réglementées. Et par définition, si elles sont réglementées, elles doivent obéir à des cahiers des charges. Donc en 2020, il fallait agir très vite, très très vite même. Donc le premier axe qu'on a fait, c'est d'abord se restructurer, penser stratégie et revenir sur notre stratégie initiale et aller carrément sur les points bloquants, obtenir les agréments coûte que coûte et obéir à cette stratégie. Donc, on a finalement pu obtenir l'agrément du centre de formation en février 2020. Donc, pour la crise sanitaire, donc pas de formation, il fallait reconstruire des formations en ligne, mais l'ouverture ce n'est faite qu'en 2021. L'agrément de cloud en juin 2020, et là, on a commencé à construire notre data center pour pouvoir le mettre opérationnel en mars, le 15 mars, plus précisément la version bêta, le 15 mars 2021. Alors, vous allez me dire, pourquoi on a investi dans le cloud? Pourquoi on a investi dans la formation? La première des choses qu'on va se dire, c'est que dans les tendances mondiales aujourd'hui, nos métiers d'intégration sont des métiers qui, eux aussi, se transforment digitalement. Notre métier, le business de l'IT professionnel, il s'est complètement transformé, il a muté d'une situation où les clients ne sont plus demandeurs d'infrastructure, ils préfèrent sous-traiter l'infrastructure et ils préfèrent, parce que le coût d'acquisition d'une infrastructure et le coût de maintenance sont tellement énormes, qu'ils préfèrent les transformer d'un CAPEX vers un OPEX. C'est la tendance mondiale. On voit l'émergence des gros, des GAFAM, des BATIX, on les voit un peu partout, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, on voit l'émergence des gros data centers et des gros clouders à travers le monde. Et on voit cette agilité qu'offrent les clouders dans la mise en place des infrastructures pour les clients. Parce qu'in fine, un client en interne, qu'est-ce qu'il veut? Il veut déployer du service. Et à partir du moment où il doit se soucier de l'infrastructure, à ce moment-là, ça devient compliqué. Ce n'est plus son métier d'aller vers l'infrastructure. Il préfère la sous-traiter. Il préfère l'approvisionner en 48 heures et déployer du service pour que ses clients à lui, en interne ou en externe, puissent être servis. Donc nous, en Algérie, on n'est pas en marge de cette tendance mondiale. Au contraire, on a vu cette transformation, on a vu disparaître des sociétés géantes dans l'intégration pour pouvoir se consacrer au cloud. On a vu des grands éditeurs muter, des IBM muter vers leur Watson, leur IBM Cloud. On a vu les Microsoft migrer des logiciels qu'on achetait chez nous, des Windows Server vers des Windows Azure. On a vu des Oracle de donner des bases de données chez les clients et les migrer vers leur propre data center cloud. Donc, ça devient l'Oracle Cloud. Donc, tout ça parce que la dynamique du cloud s'est mise en marche. Il y a aussi le fait que la connectivité, maintenant, elle est à très haut débit. Donc, on n'a plus de problème de connectivité. Rappelez-vous, avant, on avait des câbles RJ45 à 100 mégabits par seconde. Maintenant, on a la connectivité Internet au gigabit par seconde. Donc, ce qui fait que la connectivité sur le net est tellement rapide comme si on avait un réseau local chez nous. Donc, le mettre sur un cloud devient nativement. Et aussi à l'émergence de nouvelles technologies, telles que l'Internet des objets, il y a aussi la production de la data d'une manière quotidienne. On produit de la data. Ces 20 dernières années, la production de la data a été a couvert presque plusieurs siècles. Si on comparait à ce qui a été produit pendant ce en termes de données. Donc, nous produisons d'énormes données donc, qui doivent être stockées quelque part, utilisées quelque part et exploitées quelque part. Donc, l'émergence des data centers et des clouds est devenue de facto la nouvelle ère et la nouvelle tendance, même, j'allais dire, l'obligation de tendance. Donc, nous, on a préféré aujourd'hui être avant-gardiste, mettre en place, transformer notre métier vers cela, surtout que nous avons quelques prémices locales qui apparaissent. Nous avons aujourd'hui un nouveau plan gouvernemental. Nous avons une volonté politique de numérisation. Nous avons un plan de Start-up Act qui est mis en marche. Nous avons aujourd'hui une volonté de développer les infrastructures numériques en Algérie pour pouvoir aider cette transformation. Et le cloud et le data center est partie prenante de cette infrastructure. Donc aujourd'hui, la transformation de notre métier, si on devait rester comme on était auparavant,
c'est-à-dire intégrateur de solutions, on installait des serveurs et des data centers chez les clients, on aurait vu notre voie mourir dans 2, 3, 4 ans. Or, on a voulu être un peu, j'allais dire, avant-gardiste. Pas avant-gardiste, on a juste suivi les tendances mondiales, on a suivi les recommandations, et on a été, surtout, on a voulu le faire très rapidement. Pourquoi on a pu le faire? On a pu le faire parce que on avait une maîtrise de la technologie. Nos ingénieurs en local, à 100%, ont pu eux-mêmes pouvoir mettre en place ce projet-là. Sans cette aide-là, sans ce support local, on n'aurait pas pu faire. Parce qu'un cloud maintenant, c'est très difficile d'acheter la technologie, on achète des solutions clés en main, et comme c'est des nouveaux métiers, on vous le vend très cher. Heureusement qu'on avait l'habitude, on a tiré expérience de ce que nous faisions, parce qu'on avait l'habitude de mettre des clouds privés à nos clients. Donc nous avons nous-mêmes installé nos propres clouds. Et c'est ça qui, un peu, cette agilité que nous avons eue, c'est on s'est mis en équipe, on a eu l'agrément, on s'est dit, bon voilà, il faut s'adapter très rapidement, il faut mettre en place le cloud, il faut l'insister, il faut changer de virage et aller très vite et mettre en place le cloud. Au même titre qu'on l'a fait pour la formation. La formation, on était toujours dans le cadre de l'accompagnement des projets dans le transfert de compétences. Donc, on installait un projet, ensuite on venait, on faisait le transfert technologique au client, ensuite on partait. Et on s'est dit comment le faire d'une manière autonome, comment rendre un centre de formation, puisqu'aujourd'hui, la formation devient un mot-clé, devient même un fondamental pour tous nos clients pour la maîtrise des technologies. Donc, je dois dire qu'on a été aussi agile parce que même si on a rencontré nous-mêmes beaucoup de résistance au changement, je dois dire qu'on a confié ce projet à un leadership féminin qui a pu mettre en place, là je le tiens, je le souligne parce que c'est important, parce que la parité homme-femme dans l'entreprise à ADEX est quelque chose d'ancré. Donc on a confié ce projet à une personne qui a pu mettre en place ce centre de formation avec toutes les briques technologiques et commencer à faire le développement nécessaire. Et maintenant, ce qui conduit que dans notre expérience, nous avons maintenant les trois pôles. Nous avons l'intégration, donc le business qui est un business, j'allais dire, as usual. Et le deuxième, c'est le centre de formation et le troisième, cloud. Donc, c'est pour ça qu'on se permet maintenant, à l'échelle de nos clients, on leur dit, écoutez, si vous avez besoin d'une solution chez vous, on peut la faire. Mais nous, on va vous enlever toutes les complications nécessaires pour pouvoir mettre en place sur un cloud que nous pouvons nous-mêmes aussi vous assurer. Et on peut vous accompagner tout au long vers le transfert de compétences via notre centre de formation. Donc cette agilité en interne nous a permis de nous, j'allais dire, de diversifier notre activité, d'avoir des activités qui peuvent durer dans le temps et d'autres qui ont un risque de ne pas continuer. Donc c'est pour ça qu'on continue toujours notre activité, notre pérennité d'activité, et en même temps de développer d'autres voies. Donc l'instinct de survie a été le mot d'ordre. Les personnes ressources, le noyau dur de l'entreprise s'est adapté à cette transformation. Et le leadership féminin sur certains axes ont été aussi le maître mot de cette transformation et surtout la confiance que ont eu mes collaborateurs à travers la vision qu'on a mis en place en 2016. Voilà, j'espère que j'ai respecté le temps. Le temps a été respecté. Merci beaucoup, Jawed. Je remercie également les nombreux participants qui sont connectés pour cette session. Nous avons une première question d'Abdelmalek qui est avez-vous pu avoir des prix compétitifs par rapport aux géants du numérique mondial? Alors, très bonne question. Alors, il est très difficile de pouvoir compétir avec des géants mondiaux. Pour la simple et unique raison, c'est que le contexte local, la connectivité Internet est très chère en Algérie. Donc, comparé à ce que vous l'avez à l'étranger. Par contre, on a essayé d'aller dans des secteurs qui sont des secteurs, j'allais dire, du web, où on a pu offrir des prix très compétitifs comparés au VH, comparé à Amazon, où on arrivait à descendre de la barrière de moins d'1 euro pour un site web par mois.
et qui est un prix attractif. Mais encore une fois, si on avait les mêmes éléments qui étaient chez les géants mondiaux, c'est-à-dire une connectivité très bas coût, on aurait eu des prix compétitifs. Mais aussi, les géants mondiaux ont ce qu'on appelle des assets qui ont été amortis. Donc, ça fait de cela 20 ans qu'ils sont dans le domaine. Donc, leurs data centers, plusieurs data centers sont déjà amortis, sont à coût zéro. Et donc, de par cela, ils peuvent exercer des coûts plus compétitifs. C'est ce que nous n'avons pas maintenant. Nous, on est en phase démarrage. C'est pour ça qu'il y a une réglementation en Algérie qui protège plus ou moins les acteurs locaux par rapport aux investissements qui sont à l'international. Mais dans certains produits, et je peux vous le garantir, on est assez compétitif dans le pricing. C'est pas du dumping, je vous rassure, hein. D'accord. Toutes ces informations, je suppose qu'elles sont disponibles sur vos sites web, Jawed. Oui. Voilà. On a beaucoup de questions. Vous regardez dans quelle mesure vous pouvez répondre rapidement pour répondre à toutes les questions. Donc, Amel nous pose la question suivante. Est-ce que cette volonté de développer le numérique et les infrastructures en Algérie est-elle suivie d'un plan d'action ou de projets concrets? Alors, je peux vous raconter, je suis dans le domaine du numérique en Algérie depuis 1995. Donc, je peux vous dire un peu, il y a eu beaucoup de projets structurants, beaucoup de choses ont été faites. On a des indicateurs clés qui sont très importants. Nous avons 39 millions de gens connectés à la 3G, 4G, nous avons 4 millions de foyers connectés au débit, nous avons beaucoup de facteurs clés, d'indices qui nous disent que quelque part, les projets peuvent prendre un élan extraordinaire. Nous avons une volonté politique de numérisation. Nous avons beaucoup de projets structurants aussi qui sont mis en place. Malheureusement, certains projets partent en gré à gré de l'entreprise publique, mais c'est quelque chose qui est en train de changer petit à petit. On y croit, on est dedans. Donc, si je peux répondre à la question en disant oui, il y a des projets structurants, mais beaucoup de choses restent à faire, ce qui fait que nous sommes au début de la croissance. Et je me pensant que 2022 va être une année très explosive en termes de tout ce qui est infrastructure et cloud. Mais les infrastructures, le backbone interne est là et la plateforme est là. Nous couvrons d'Alger jusqu'à Tamanrasset pour le backbone national. Le backbone international, nous consommons, nous, en tant qu'Algériens, nous consommons 15% de la bande passante pour l'Afrique. Donc, nous qui représentons 3% de population de l'Afrique. Ce sont les derniers chiffres que j'ai en ce moment. Merci beaucoup, Jawed. Nous avons une question de Mourad. Avez-vous des velléités d'adresser le marché européen sur vos 3 pôles? Alors, oui, bonne question. Alors, le problème qui se pose, c'est que nous sommes en phase pour tout ce qui est type de marché. Nous avons une priorité africaine. Ma première priorité, elle est beaucoup plus africaine qu'européenne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il y a beaucoup j'allais dire, de voies de croissance en Afrique. C'est là où c'est un peu difficile. C'est là où il faut beaucoup plus se positionner. Le marché européen, ce n'est pas notre priorité, malgré qu'on fait de la formation à l'international. On adresse des formations à l'export aussi, donc on le fait déjà. Mais tant qu'on n'a même pas encore mis les plateformes de paiement électronique avec du Visa Card, Mastercard pour nos services, on ne pourra pas sortir à l'international. Et c'est parce que nos systèmes sur cloud sont complètement automatisés. Vous payez, vous pouvez provisionner votre site web par la carte CIB interne. Vous allez, votre dashboard, vous achetez un VPS, vous achetez un site web avec votre carte électronique. On attend la mise en place de la plateforme en Visa Card, Mastercard. Et à ce moment-là, on verra comment la tendance achat va se faire. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer le sondage. Il y a encore des questions, mais je vais lancer le sondage en parallèle pour pouvoir finir la session sereinement. Donc voilà, le sondage est lancé. Et Jawed, je vous pose une autre question qui a été posée. Je retrouve Rostom qui nous pose la question suivante. Quels sont les problèmes rencontrés avec le client algérien, lui qui n'est pas familier avec les concepts agiles? Who is not familiar with the agile concept? Ah, donc, alors, c'est important d'aller sur des clients qui ont un mindset où leurs données doivent être chez eux et leur infrastructure doit être chez eux.
nous rencontrons d'énormément de problèmes parce que nous sommes toujours dans une, j'allais dire, quand on va chez un client, non seulement nous sommes en avant-vente, mais nous sommes en pédagogie permanente et en transformation permanente. Et je dis toujours aux clients, votre infrastructure, elle est sûrement pas aussi sécurisée que la nôtre. Et à chaque fois, on me pose la même question. Vous pensez vraiment que, oui, moi j'ai des normes, c'est des normes qui sont imposées par la réglementation, par l'autorité de régulation, par l'ISO, par la redondance, et je vous défie de trouver les mêmes, je veux dire, les mêmes services de sécurité, cybersécurité que vous. Deuxième des choses, c'est que combien que ça vous coûte juste d'héberger une messagerie? Je dis un exemple pour la messagerie, je vais installer un serveur, etc. Si votre messagerie tombe à minuit en panne, est-ce que vous avez des équipes en permanence qui le font? Est-ce que ceci? Et me dit, vous regardez votre cost indirect, votre cost en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructure, de maintenance, et de tout ça. Et si vous comptabilisez tout ça et vous le sous-traitez dans un cloud, vous gagnerez déjà, vous divisez le coût par 10. C'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir. C'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à réfléchir. En donnant des exemples concrets. Bien sûr, il faut toujours un follower. Le follower, c'est toujours ramener dans l'entreprise publique 2 ou 3 exemples d'entreprise publique. Dans le privé, ramener 2 ou 3. Et le plus dur, c'est de ramener ces premiers. Et ces premiers-là, c'est là où il faut offrir de la gratuité, des essais, des mises en place pour pouvoir faire tout. Ben écoutez, pas d'autres questions. Vous avez des remerciements pour les réponses que vous avez apportées à cette session et les gens vous remercient pour cette belle session de retour d'expérience. Et Je vous remercie à tous celles et ceux qui ont contribué au sondage. Vous souhaitez offrir le mot de la fin, Jawed? oui, ben, merci pour m'avoir écouté. Merci pour les 36, 37 personnes qui se sont connectées avec nous. Vraiment, je suis très ravi de partager mon expérience. Et comme j'ai dit toujours, je le suis et je demeure toujours un vendeur de rêves et d'ambition. Donc, rêver, c'est toujours permis. L'atteindre, c'est encore mieux. Ne pas l'atteindre, ce n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Et la méthode agile, s'il vous plaît, ne soyez pas fixé, figé dans vos objectifs. Adaptez vos objectifs selon les complexités que vous avez. Et c'est ça l'agilité. Et essayer d'adresser à court terme, et redéployer et réajuster au fur et à mesure. Et c'est ça le principe et le mot d'ordre de l'agilité. Et je vous recommande cette agilité et merci pour ce séminaire qui met en valeur cette agilité. Merci beaucoup, Jawed. À vous entendre, finalement, ça me rappelle une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je vous remercie d'avoir fait preuve de vulnérabilité, de nous avoir partagé en tout début de session un échec. C'est pas toujours évident. Tout le monde ne le fait pas. Et c'est important. Et finalement, pour moi, ce n'est pas un échec puisque c'est finalement un apprentissage et c'est ce qui vous a permis de rebondir. Donc, merci beaucoup. Continuons à rêver et merci pour ce message fort et puissant que vous nous avez offert aujourd'hui. Merci beaucoup. À tous une bonne suite de conférences. Donc, vous avez le lien vers le programme. Je vais vous le remettre dans le chat pour vous permettre de poursuivre à la session suivante qui va avoir lieu à 15h50. Vous aurez de nouveau le choix entre un retour d'expérience, une conférence ou un workshop. À vous de choisir. Et je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Merci, Jawed. Au revoir. Au revoir.